Chapitre 4 dans lequel Phileas Fogg stupéfie Passepartout, son domestique. À 7h25, après avoir gagné une vingtaine de guinées au whist, Phileas Fogg prit congé de ses honorables collègues et quitta le Reform Club. À 7h50, il ouvrait la porte de sa maison et rentrait chez lui. Passepartout, qui avait consciencieusement étudié son programme, fut assez surpris en voyant M. Fogg coupable d'inexactitude apparaître à cette heure insolite. Phileas Fogg était tout d'abord monté à sa chambre, puis il appela « Passepartout !» Passepartout se montra. « Nous partons dans 10 minutes pour Douvres et Calais. » Une sorte de grimace s'ébaucha sur la ronde face du Français. Il était évident qu'il avait mal entendu. « Monsieur se déplace ?» demanda-t-il. « Oui, répondit Phileas Fogg, nous allons faire le tour du monde. »« Le tour du monde ?»« En 80 jours, répondit Monsieur Fogg. Ainsi, nous n'avons pas un instant à perdre. »« Mais les malles ?» dit Passepartout. « Pas de malles, un sac de nuit seulement. Nous achèterons en route. » Passepartout aurait voulu répondre. Il ne put. Il quitta la chambre de Monsieur Fogg, monta dans la sienne, tomba sur sa chaise, et employant une phrase assez vulgaire de son pays, « Ah, bien, se dit-il, elle est forte celle-là, moi qui voulais rester tranquille. » Et machinalement, il fit les préparatifs de départ. À 8h, Passepartout avait préparé le modeste sac qui contenait sa garde-robe et celle de son maître. Puis, l'esprit encore troublé, il quitta sa chambre et rejoignit Monsieur Fogg. Monsieur Fogg était prêt. Il prit le sac des mains de Passepartout, l'ouvrit et y glissa une forte liasse de ces belles bank-notes qui ont cours dans tous les pays. Monsieur Fogg remit le sac à Passepartout. « Ayez-en soin, ajouta-t-il, il y a 20 000 livres dedans. 50 000 francs. » Le maître et le domestique descendirent alors, et la porte de la rue fut fermée à double tour. Une station de voitures se trouvait à l'extrémité de Savile Row. Phileas Fogg et son domestique montèrent dans un cab qui se dirigea rapidement vers la gare de Charing Cross. À 8h20, le cab s'arrêta devant la grille de la gare. Là, Phileas Fogg donna à Passepartout l'ordre de prendre 2 billets de première classe pour Paris. Puis, se retournant, il aperçut ses 5 collègues du Reform Club. « Messieurs, je pars, dit-il, et les divers visas à poser sur un passeport que j'emporte à cet effet vous permettront, au retour, de contrôler mon itinéraire. »« Oh, monsieur Fogg, répondit poliment Gauthier Ralph, c'est inutile, nous nous en rapporterons à votre honneur de gentleman. »« Cela vaut mieux ainsi, dit monsieur Fogg. »« Vous n'oubliez pas que vous devez être revenu, fit observer Andrew Stuart. »« Dans 80 jours, répondit monsieur Fogg, le samedi 21 décembre 1872, à 8h45 du soir. Au revoir, messieurs. » À 8h40, Phileas Fogg et son domestique prirent place dans le même compartiment. À 8h45, un coup de sifflet retentit et le train se mit en marche. Chapitre 5, dans lequel une nouvelle valeur apparaît sur la place de Londres. Phileas Fogg, en quittant Londres, ne se doutait guère, sans doute, du grand retentissement qu'allait provoquer son départ. La nouvelle du pari se répandit d'abord dans le Reform Club et produisait une véritable émotion parmi les membres de l'honorable cercle. Puis, du club, cette émotion passa aux journaux, par la voix des reporters, et des journaux au public de Londres et de tout le Royaume-Uni. Ce tour du monde à accomplir, autrement qu'en théorie et sur le papier, dans ce minimum de temps, avec les moyens de communication actuellement en usage, ce n'était pas seulement impossible, c'était insensé. Un long article parut le 7 octobre dans le bulletin de la Société royale de géographie. Il traita la question à tous les points de vue et démontra clairement la folie de l'entreprise. D'après cet article, tout était contre le voyageur, obstacle de l'homme, obstacle de la nature. Pour réussir dans ce projet, il fallait admettre une concordance miraculeuse des heures de départ et d'arrivée, concordance qui n'existait pas, qui ne pouvait pas exister. Et les accidents de machines, les déraillements, les rencontres, la mauvaise saison, l'accumulation des neiges, est-ce que tout n'était pas contre Phileas Fogg ? Sur les paquebots, ne se trouverait-il pas, pendant l'hiver, à la merci des coups de vent ou de brouillard ? Or, il suffisait d'un retard, un seul, pour que la chaîne de communication fût irréparablement brisée. Si Phileas Fogg manquait, ne fût-ce que de quelques heures, le départ d'un paquebot, il serait forcé d'attendre le paquebot suivant, et par cela même son voyage était compromis irrévocablement. Pendant les premiers jours qui suivirent le départ du gentleman, d'importantes affaires s'étaient engagées sur l'aléa de son entreprise. On sait ce qu'est le monde des parieurs en Angleterre.
parier dans le tempérament anglais. Aussi, non seulement les divers membres du Reform Club établirent-ils des paris considérables pour ou contre Phileas Fogg, mais la masse du public entra dans le mouvement. On fit de Phileas Fogg une valeur de bourse qui fut immédiatement cotée sur la place de Londres. Mais 5 jours après son départ, après l'article du bulletin de la Société de géographie, les partisans de Phileas Fogg se raréfiaient de plus en plus. Tout le monde, et non sans raison, se mettait contre lui. En effet, pendant cette journée, le directeur de la police métropolitaine avait reçu une dépêche télégraphique ainsi conçue. Suez à Londres, Rowan, directeur de police, administration centrale, Scotland Place. Je file voleur de banque, Phileas Fogg, envoyé sans retard, mandat d'arrestation à Bombay, Inde anglaise. Fix, détective. L'effet de cette dépêche fut immédiat. L'honorable gentleman disparut pour faire place au voleur de banknotes. Sa photographie, déposée au Reform Club avec celle de tous ses collègues, fut examinée. Elle reproduisait trait pour trait l'homme dont le signalement avait été fourni par l'enquête. On rappela ce que l'existence de Phileas Fogg avait de mystérieux, son isolement, son départ subit, et il parut évident que ce personnage, prétextant un voyage autour du monde, n'avait eu d'autre but que de dépister les agents de la police anglaise. Chapitre 6, dans lequel l'agent Fix montre une impatience bien légitime. Voici dans quelles circonstances avait été lancée cette dépêche concernant le sieur Phileas Fogg. Le mercredi 9 octobre, on attendait pour 11 heures du matin, à Suez, le paquebot Mongolia. Le Mongolia faisait régulièrement les voyages de Brindisi à Bombay par le canal de Suez. En attendant l'arrivée du paquebot, 2 hommes se promenaient sur le quai au milieu de la foule d'indigènes et d'étrangers qui affluent dans cette ville. De ces 2 hommes, l'un était agent consulaire du Royaume-Uni établi à Suez. L'autre était un petit homme maigre, de figure assez intelligente, nerveux, qui contractait avec une persistance remarquable ses muscles sourciliers. Cet homme se nommait Fix, et c'était un de ces détectives, ou agents de police anglais, qui avait été envoyé dans les divers ports après le vol commis à la Banque d'Angleterre. Ce Fix devait surveiller avec le plus grand soin tous les voyageurs prenant la route de Suez. Et si l'un d'eux lui semblait suspect, le filer en attendant un mandat d'arrestation. Précisément, depuis 2 jours, Fix avait reçu le signalement de l'auteur présumé du vol. C'était celui de ce personnage distingué et bien mis que l'on avait observé dans la salle des paiements de la banque. Le détective, très alléché évidemment par la forte prime promise en cas de succès, attendait donc avec une impatience facile à comprendre l'arrivée du Mongolia. « Ce paquebot vient directement de Brindisi ?» demanda Fix au consul. « De Brindisi même. Ayez patience, il ne peut tarder à arriver. Mais je ne sais vraiment pas comment, avec le signalement que vous avez reçu, vous pourrez reconnaître votre homme s'il est à bord du Mongolia. »« Monsieur le consul, répondit Fix, ces gens-là, on les sent plutôt qu'on ne les reconnaît. C'est du flair qu'il faut avoir. J'ai arrêté plus d'un de ces gentlemen, et pourvu que mon voleur soit à bord, je vous réponds qu'il ne me glissera pas entre les mains. Je le souhaite, monsieur Fix, car il s'agit d'un vol important. Mais je vous le répète, dans les conditions où vous êtes, je crains que ce ne soit difficile. Savez-vous bien que, d'après le signalement que vous avez reçu, ce voleur ressemble absolument à un honnête homme ? Monsieur le consul, répondit l'inspecteur de police, les grands voleurs ressemblent toujours à d'honnêtes gens. Les physionomies honnêtes, ce sont celles-là qu'il faut dévisager surtout. Travail difficile, j'en conviens, et qui n'est plus du métier, mais de l'art. On voit bien que le dit Fix ne manquait pas d'une certaine dose d'amour-propre. Il était alors 10h30. « Mais il n'arrivera pas, ce paquebot !» s'écria-t-il en entendant sonner l'horloge du port. « Il ne peut être éloigné, répondit le consul. Combien de temps stationnera-t-il à Suez demanda Fix. 4 heures, le temps d'embarquer son charbon. Et de Suez, ce bateau va directement à Bombay. Directement. Eh bien, dit Fix, si le voleur a pris cette route et ce bateau, il doit entrer dans son plan de débarquer à Suez, afin de gagner par une autre voie les possessions hollandaises ou françaises de l'Asie. Il doit bien savoir qu'il ne serait pas en sûreté dans l'Inde, qui est une terre anglaise. À moins que ce soit un homme très fort, répondit le consul. Sur cette réflexion, le consul regagna ses bureaux. L'inspecteur de police demeura seul, pris d'une impatience nerveuse, avec ce pressentiment assez bizarre
que son voleur devait se trouver à bord du Mongolia. Fix ne fut pas longtemps livré à ses réflexions. Bientôt on aperçut la gigantesque coque du Mongolia, passant entre les rives du canal, et 11 heures sonnaient, quand le steamer vint mouiller en rade, pendant que sa vapeur fusait à grand bruit par les tuyaux d'échappement. Les passagers étaient assez nombreux à bord. Fix examinait scrupuleusement tous ceux qui mettaient pied à terre. En ce moment, l'un d'eux s'approcha de lui, après avoir vigoureusement repoussé les fellahs qui l'assaillaient de leurs offres de service, et il lui demanda s'il pouvait lui indiquer les bureaux de l'agent consulaire anglais. Et en même temps, ce passager présentait un passeport sur lequel il désirait sans doute faire apposer le visa britannique. Fix, instinctivement, prit le passeport et, d'un rapide coup d'œil, il en lut le signalement. Un mouvement involontaire faillit lui échapper. La feuille trembla dans sa main. Le signalement libellé sur le passeport était identique à celui qu'il avait reçu du directeur de la police métropolitaine. « Ce passeport n'est pas le vôtre, dit-il au passager. Non, répondit celui-ci, c'est le passeport de mon maître. Et votre maître? Il est resté à bord. Mais, reprit l'agent, il faut qu'il se présente en personne au bureau du consulat afin d'établir son identité. Quoi? Cela est nécessaire? Indispensable. Alors je vais chercher mon maître, à qui pourtant cela ne plaira guère de se déranger. Là-dessus, le passager salua Fix et retourna à bord du steamer. Chapitre 7, qui témoigne une fois de plus de l'inutilité des passeports en matière de police. L'inspecteur redescendit sur le quai et se dirigea rapidement vers les bureaux du consul. « Monsieur le consul, lui dit-il sans autre préambule, j'ai de fortes présomptions de croire que notre homme a pris passage à bord du Mongolia. » Et Fix raconta ce qui s'était passé entre ce domestique et lui à propos du passeport. « Monsieur le consul, il faut que je retienne ici cet homme, jusqu'à ce que j'aie reçu de Londres un mandat d'arrestation. »« Ah, cela, monsieur Fix, c'est votre affaire, répondit le consul. Mais moi, je ne puis... Le consul n'acheva pas sa phrase. En ce moment, on frappait à la porte de son cabinet, et le garçon de bureau introduisit 2 étrangers, dont l'un était précisément ce domestique qui s'était entretenu avec le détective. C'étaient en effet le maître et le serviteur. Le maître présenta son passeport en priant le consul de vouloir bien y apposer son visa. Celui-ci prit le passeport et le lut attentivement. « Vous êtes Phileas Fogg ? Demanda-t-il. « Oui, monsieur, répondit le gentleman. « Et cet homme est votre domestique ? » ?»« Oui, un Français nommé Passepartout. »« Vous venez de Londres ? » ?»« Oui. »« Et vous allez ? » ?»« À Bombay. »« Bien, monsieur, vous savez que cette formalité du visa est inutile et que nous n'exigeons plus la présentation du passeport. »« Je le sais, monsieur, répondit Phileas Fogg, mais je désire constater par votre visa mon passage à Suez. »« Soit, monsieur. » Et le consul, ayant signé et daté le passeport, y apposa son cachet. Monsieur Fogg, après avoir froidement salué, sortit, suivi de son domestique. « Eh bien ? » demanda l'inspecteur. « Eh bien, répondit le consul, il a l'air d'un parfait honnête homme. »« Trouvez-vous, monsieur le consul, que ce flegmatique gentleman ressemble trait pour trait au voleur dont j'ai reçu le signalement ? » ?»« J'en conviens, mais vous le savez, tous les signalements... »« J'en aurai le cœur net, répondit Fix. Le domestique me paraît être moins indéchiffrable que le maître. De plus, c'est un Français qui ne pourra se retenir de parler. Cela dit, l'agent sortit et se mit à la recherche de Passepartout. Cependant, M. Fogg revint à bord du Mongolia et rentra dans sa cabine. Il prit alors son carnet qui portait les notes suivantes. Quitter Londres, mardi 2 octobre, 8h45 soir. Arrivé à Paris, jeudi 3 octobre, 7h20 matin. Quitter Paris, jeudi, 8h40 matin. Arrivé à Turin, vendredi 4 octobre, 6h35 matin. Quitter Turin, vendredi, 7h20 matin. Arrivé à Brindisi, samedi 5 octobre, 4h soir. Embarqué sur le Mongolia, samedi, 5h soir. Arrivé à Suez, mercredi 9 octobre, 11h matin. Total des heures dépensées, 158,5, soit en jours, 6 jours et demi. M. Fogg inscrivit ces dates sur un itinéraire disposé par colonne qui permettait de chiffrer le gain obtenu ou la perte éprouvée à chaque endroit du parcours. Ce méthodique itinéraire tenait ainsi compte de tout, et M. Fogg savait toujours s'il était en avance ou en retard. Il inscrivit donc, ce jour-là, mercredi 9 octobre, son arrivée à Suez,
qui, concordant avec l'arrivée réglementaire, ne le constituait ni en gain ni en perte. Chapitre 8, dans lequel Passepartout parle un peu plus peut-être qu'il ne conviendrait. Fix avait en peu d'instants rejoint sur le quai Passepartout qui flânait. « Eh bien, mon ami, lui dit Fix en l'abordant, vous regardez le pays ? Oui, mais nous allons si vite qu'il me semble que je voyage en rêve. Vous êtes donc pressé ? Demanda l'inspecteur de police. Moi, non, mais c'est mon maître. À propos, il faut que j'achète des chaussettes et des chemises. Nous sommes partis sans mal, avec un sac de nuit seulement. Je vais vous conduire à un bazar où vous trouverez ce qu'il faut. Et tous deux se mirent en route. Passepartout causait toujours. Surtout, dit-il, que je prenne bien garde à ne pas manquer le bateau. Vous avez le temps, répondit Fix. Il n'est encore que midi. Passepartout tira sa grosse montre. Midi, dit-il. Allons donc, il est 9h52. Votre montre retarde, répondit Fix. Ma montre ? Une montre de famille qui vient de mon arrière-grand-père. Je vois ce que c'est, répondit Fix. Vous avez gardé l'heure de Londres, qui retarde 2 heures environ sur Suez. Il faut avoir soin de remettre votre montre au midi de chaque pays. Moi, toucher à ma montre ? S'écria Passepartout. Jamais. Eh bien, elle ne sera plus d'accord avec le soleil. Tant pis pour le soleil, monsieur, c'est lui qui aura tort. Et le brave garçon remit sa montre dans son gousset avec un geste superbe. Quelques instants après, Fix lui disait : « Mais où va-t-il donc, votre maître ? » Toujours devant lui. Il fait le tour du monde. Le tour du monde ? S'écria Fix. Oui, en 80 jours. Un pari, dit-il. Mais entre nous, je n'en crois rien. Il y a autre chose. Ah, c'est un original, ce monsieur Fogg. Il est donc riche. Évidemment, et il emporte une jolie somme avec lui, en banque-notes toutes neuves. On s'imagine aisément l'effet que ces réponses devaient produire sur l'esprit déjà surexcité de l'inspecteur de police. Ce départ précipité de Londres, peu de temps après le vol, cette grosse somme emportée, cette hâte d'arriver en des pays lointains, tout confirmait et devait confirmer Fix dans ses idées. Le Français et lui étaient arrivés au bazar. Fix laissa son compagnon y faire ses emplettes et revint en toute hâte au bureau de l'agent consulaire. « Monsieur, dit-il au consul, je n'ai plus aucun doute. Je tiens mon homme. Il se fait passer pour un excentrique qui veut faire le tour du monde en 80 jours. » Et en quelques mots, il rapporta les points saillants de sa conversation avec le domestique. « En effet, dit le consul, toutes les présomptions sont contre cet homme. Et qu'allez-vous faire ? » Lancer une dépêche à Londres avec demande instante de m'adresser un mandat d'arrestation, filer mon voleur jusqu'aux Indes, et là, sur cette terre anglaise, l'accoster poliment, mon mandat à la main et la main sur l'épaule. L'agent prit congé du consul et se rendit au bureau télégraphique. De là, il lança au directeur de la police métropolitaine cette dépêche que l'on connaît. Un quart d'heure plus tard, Fix s'embarquait à bord du Mongolia, et bientôt le rapide steamer filait à toute vapeur sur les eaux de la mer Rouge. Chapitre 9, où la mer Rouge et la mer des Indes se montrent propices aux desseins de Phileas Fogg. Le Mongolia ne devait arriver que le 22 octobre à Bombay. Or, il y arrivait le 20. C'était donc depuis son départ de Londres un gain de 2 jours que Phileas Fogg inscrivit méthodiquement sur son itinéraire à la colonne des bénéfices. C'était à 4h30 du soir que les passagers avaient débarqué à Bombay, et le train de Calcutta partait à 8h précises. M. Fogg quitta donc le paquebot, donna à son domestique le détail de quelques emplettes à faire, lui recommanda expressément de se trouver avant 8h à la gare, et, de son pas régulier qui battait la seconde comme le pendule d'une horloge astronomique, il se dirigea vers le bureau des passeports. Ainsi donc, des merveilles de Bombay, il ne songeait rien à voir. Non, rien. En sortant du bureau des passeports, Phileas Fogg se rendit tranquillement à la gare, et là, il se fit servir à dîner. Quelques instants après M. Fogg, l'agent Fix avait, lui aussi, débarqué du Mongolia, et courut chez le directeur de la police de Bombay. Avait-on reçu de Londres un mandat d'arrêt ? On n'avait rien reçu. Et en effet, le mandat, parti après Fogg, ne pouvait être encore arrivé. Fix resta fort décontenancé. Il voulut obtenir du directeur un ordre d'arrestation contre le sieur Fogg. Le directeur refusa. L'affaire regardait l'administration métropolitaine,
et celle-ci seule pouvait légalement délivrer un mandat. Fix n'insista pas et comprit qu'il devait se résigner à attendre son mandat. Mais il résolut de ne point perdre de vue son impénétrable coquin pendant tout le temps que celui-ci demeurerait à Bombay. Il ne se doutait pas que Phileas Fogg n'y séjournât, et on le sait, c'était aussi la conviction de Passepartout, ce qui laisserait au mandat d'arrêt le temps d'arriver. Mais depuis les derniers ordres que lui avait donnés son maître en quittant le Mongolia, Passepartout avait bien compris qu'il en serait de Bombay comme de Suez, que le voyage ne finirait pas ici, qu'il se poursuivrait au moins jusqu'à Calcutta et peut-être plus loin. Et il commença à se demander si ce pari de M. Fogg n'était pas absolument sérieux, et si la fatalité ne l'entraînait pas, lui qui voulait vivre en repos, à accomplir le tour du monde en 80 jours. En attendant, et après avoir fait acquisition de quelques chemises et chaussettes, il se promenait dans les rues de Bombay. Il y avait grand concours de populaires, et au milieu d'Européens de toute nationalité, des Persans à bonnets pointus, des Bunyas à turbans ronds, des Sindes à bonnets carrés, des Arméniens en longues robes, des Parsis à mitre noire. C'était précisément une fête célébrée par ces Parsis, qui sont les plus industrieux, les plus civilisés, les plus intelligents, les plus austères des hindous, race à laquelle appartiennent actuellement les riches négociants indigènes de Bombay. Ce jour-là, ils célébraient une sorte de carnaval religieux, avec processions et divertissements. Passepartout regardait ces curieuses cérémonies, puis, après avoir entrevu ce carnaval parsi, il se dirigea vers la gare. Fix était là, sur le quai d'embarquement. Ayant suivi le sieur Fogg à la gare, il avait compris que ce coquin allait quitter Bombay. Son parti fut aussitôt pris de l'accompagner jusqu'à Calcutta, et plus loin s'il le fallait. Chapitre 10, où Phileas Fogg achète une monture à un prix fabuleux. Le train était parti à l'heure réglementaire. Passepartout occupait le même compartiment que son maître. Un troisième voyageur se trouvait placé dans le coin opposé. C'était le brigadier général Sir Francis Cromarty. Grand, blond, âgé de 50 ans environ, c'était un homme instruit qui aurait volontiers donné des renseignements sur les coutumes, l'histoire, l'organisation du pays hindou, si Phileas Fogg eût été homme à les demander. Mais ce gentleman ne demandait rien. Il ne voyageait pas, il décrivait une circonférence. C'était un corps grave, parcourant une orbite autour du globe terrestre, suivant les lois de la mécanique rationnelle. Phileas Fogg n'avait point caché à Sir Francis Cromarty son projet de voyage autour du monde. Le brigadier général ne vit dans ce pareil qu'une excentricité sans but utile. La locomotive lançait sa fumée sur les plantations de cotonniers, de caféiers, de muscadiers, de girofliers, de poivriers rouges. La vapeur se contournait en spirale autour des groupes de palmiers, entre lesquels apparaissaient de pittoresques bungalows, des monastères abandonnés et des temples merveilleux. Puis d'immenses étendues de terrain se dessinaient à perte de vue, des jungles où ne manquaient ni les serpents ni les tigres qu'épouvantaient les hennissements de trains. Et enfin des forêts, fendues par le tracé de la voie, encore hantées d'éléphants, qui, d'un œil pensif, regardaient passer le convoi. Il est opportun de faire connaître quelle pensée occupait alors l'esprit de Passepartout. Jusqu'à son arrivée à Bombay, il avait cru, et pu croire, que les choses en resteraient là. Mais maintenant, depuis qu'il filait à toute vapeur à travers l'Inde, un revirement s'était fait dans son esprit. Son naturel lui revenait au galop. Il retrouvait les idées fantaisistes de sa jeunesse. Il prenait au sérieux les projets de son maître. Il croyait à la réalité du pari et à ce maximum de temps qu'il ne fallait pas dépasser. Beaucoup moins flegmatique que M. Fogg, il était beaucoup plus inquiet. Il comptait et recomptait les jours écoulés, maudissait les haltes du train, l'accusait de lenteur. Le lendemain, 22 octobre, sur une question de Francis Cromarty, Passepartout ayant consulté sa montre, répondit qu'il était 3 heures du matin. Et, en effet, cette fameuse montre, toujours réglée sur le méridien de Greenwich, qui se trouvait à près de 77 degrés dans l'ouest, devait retarder, et retardait en effet, de 4 heures. Sir Francis rectifia donc l'heure donnée par Passepartout, auquel il fit la même observation que celui-ci avait déjà reçue de la part de Fix. Il essaya de lui faire comprendre qu'il devait se régler sur chaque nouveau méridien, et que, puisqu'il marchait constamment vers l'est, c'est-à-dire au devant du soleil, les jours étaient plus courts d'autant de fois 4 minutes qu'il y avait de degrés parcourus. Ce fut inutile. Que l'entêté garçon eût compris ou non l'observation du brigadier général, il s'obstina à ne pas avancer sa montre, qu'il maintint invariablement à l'heure de Londres.
À 8 heures du matin, et à 15 miles en avant de la station de Rothal, le train s'arrêta au milieu d'une vaste clairière. Le conducteur du train passa devant la ligne des wagons en disant « Les voyageurs descendent d'ici !» Le brigadier général descendit aussitôt. Phileas Fogg le suivit sans se presser. Tous deux s'adressèrent au conducteur. « Nous nous arrêtons ici ? » ?»« Sans doute, le chemin de fer n'est point achevé. Il y a encore un tronçon d'une 50aine de miles à établir entre ce point et Allahabad, où la voie reprend. »« Et vous donnez des billets de Bombay à Calcutta ?» reprit Sir Francis Cromarty, qui commençait à s'échauffer. « Sans doute, » répondit le conducteur. « Mais les voyageurs savent bien qu'ils doivent se faire transporter d'ici à Allahabad. »« Sir Francis, » dit simplement M. Fogg, « nous allons, si vous le voulez bien, aviser au moyen de gagner Allahabad. »« Monsieur Fogg, il s'agit d'un retard absolument préjudiciable à vos intérêts. »« Non, Sir Francis, cela était prévu. »« Quoi, vous saviez que la voie... » ?»« En aucune façon, mais je savais qu'un obstacle quelconque surgirait tôt ou tard sur ma route. J'ai 2 jours d'avance à sacrifier. Il y a un steamer qui part de Calcutta pour Hong Kong le 25 à midi. Nous ne sommes qu'au 22, et nous arriverons à temps à Calcutta. » Il n'y avait rien à dire à une réponse faite avec une si complète assurance. La plupart des voyageurs connaissaient cette interruption de la voie, et, en descendant du train, ils s'étaient emparés des véhicules de toutes sortes que possédait la bourgade, charrettes traînées par des zébus, palanquins, poneys, etc. Ainsi, M. Fogg et Sir Francis Cromarty, après avoir cherché dans toute la bourgade, revinrent-ils sans avoir rien trouvé. Passepartout rejoignit alors son maître. Fort heureusement, il avait été de son côté à la découverte, et en hésitant un peu... « Monsieur, dit-il, je crois que j'ai trouvé un moyen de transport. »« Lequel ?»« Un éléphant. Un éléphant qui appartient à un Indien logé à 100 pas d'ici. »« Allons voir l'éléphant, » répondit M. Fogg. Kiuni, c'était le nom de la bête, pouvait, comme tous ses congénères, fournir pendant longtemps une marche rapide. Et, à défaut d'autre monture, Phileas Fogg résolut de l'employer. Mais les éléphants sont chers dans l'Inde, où ils commencent à devenir rares. Phileas Fogg proposa à l'Indien de lui acheter sa bête et lui en offrit d'abord 1000 livres, 25 000 francs. L'Indien ne voulait pas vendre. Sir Francis Cromarty prit Fogg à part et l'engagea à réfléchir avant d'aller plus loin. Phileas Fogg répondit qu'il n'avait pas l'habitude d'agir sans réflexion, qu'il s'agissait en fin de compte d'un pari de 20 000 livres, que cet éléphant lui était nécessaire et que, dût-il le payer 20 fois sa valeur, il aurait cet éléphant. M. Fogg revint trouver l'Indien et lui offrit 2000 livres, 50 000 francs. À 2000 livres, l'Indien se rendit. L'affaire conclue, il ne s'agissait plus que de trouver un guide. Un jeune Parsi à la figure intelligente offrit ses services. M. Fogg accepta et lui promit une forte rémunération. L'éléphant fut amené et équipé sans retard. Le Parsi couvrit d'une sorte de housse le dos de l'éléphant et disposa, de chaque côté sur ses flancs, 2 espèces de cacolets assez peu confortables. Sir Francis prit place dans l'un d'eux, Phileas Fogg dans l'autre. Passepartout se mit à califourchon sur la housse entre son maître et le brigadier général. Le Parsi se jucha sur le cou de l'éléphant, et, à 9 heures, l'animal, quittant la bourgade, s'enfonçait par le plus court dans l'épaisse forêt de Latany. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette.